Rendez-vous samedi soir, je pense aux alentours de 20h, mais je vous préviendrai en avance via l'onglet communauté pour un live sur cette chaîne et pas sur Twitch cette fois-ci, puisque c'est un live que je veux être adressé au plus grand nombre d'entre vous, puisqu'on va parler de la cagnotte Tipeee et de tous les changements qui vont avoir lieu sur cette chaîne pour la fin de l'année. Et à partir de la rentrée, j'ai touché l'argent après 2 mois, puisque c'est comme ça que ça marche, et j'ai commencé, même bien avancé, le recrutement, l'écriture des scripts, et donc suffisamment avancé pour être en mesure de vous présenter ces projets-là, et je pensais que c'était important de vous l'annoncer en avance. Sinon, rendez-vous demain pour un nouvel épisode de Je suis pas content, et ce week-end, je pense pas samedi s'il y a le live du coup, mais plutôt dimanche pour la diffusion du prochain épisode de Pas content avec Tabibian, où je recevrai Alexandre Delval, et on va parler de l'OTAN et de la Russie. Je vous souhaite un très bon épisode. Désolé d'avoir été absent pendant ces 10 jours, mais il me fallait vraiment ces 10 jours pour pouvoir terminer ce recrutement et pour pouvoir terminer de la ligne éditoriale de la chaîne à venir. Tout n'est pas encore terminé, mais on est clairement très très bien avancé, et ça c'est grâce à vous. Je dis ça vraiment pour rassurer ceux et celles qui n'ont pas vu encore de changement, mais c'est normal, il faut 2 mois encore une fois pour toucher la cagnotte, et après ça il faut recruter les gens, il faut pas se planter, il faut écrire des bons scripts, proposer des projets, les revisiter. Je vous souhaite un très bon épisode, et je vous dis à demain. Oh, je suis pas content, il y a 16% des gens qui mangent pas à leur faim. Oui, selon un récent sondage, 16% des gens ne mangeraient pas à leur faim. Mais qu'est-ce que c'est que ce genre de sondage anxiogène ? Forcément, maintenant, t'as tous les gauchistes qui sont là, on va dire, ah, voyez, il y a 16% des gens qui crèvent la dalle, mais pas du tout. Non, il y a 16% des gens qui estiment avoir encore faim. Ah ils ont peut-être pris entrée plat dessert, ils ont peut-être repris des raviolis, peut-être que Gérard Larcher, il a répondu au sondage. Il y en a marre de voir le verre à moitié vide en permanence, c'est comme sur ces histoires de délinquance, là. Vous avez pas compris, que la violence en France n'augmente pas, que c'est un sentiment d'insécurité. Heureusement qu'il y a de courageux des gens qui sont là et qui nous expliquent pourquoi c'est faux. Quand on regarde les chiffres, on vit pas réellement dans une société plus dangereuse. Vous regardez la statistique des homicides, entre 2015 et 2020, c'est quoi, 800 homicides par an. C'est un chiffre qui est largement dans la moyenne européenne, qui est pas un chiffre particulièrement élevé, et en plus qui baisse. En 95, c'était 1400 homicides par an. Donc ça montre qu'on est plutôt dans une société qui se pacifie. Mais ça, moi, je le sais parce que je suis chercheur, je lis les statistiques. Oh putain, non mais j'en peux plus. Cette émission m'a tué, ce mec m'a tué. Alors je l'ai découvert, il a écrit un livre sur les dangers du survivalisme. Vous savez, ces gens qui sont enfermés dans des maisons au fin fond de la montagne avec un fusil et des lasagnes congelées au frigo pour 3 ans là. Voilà, exactement. C'est ces gens-là. Non, il y a un vrai problème. Et parce qu'en fait, ils fantasment la violence qui serait donc due à un sentiment. Oui, c'est ça que t'es en train de nous dire. Non, parce que vous êtes là en mode, on a voté Macron, mais ça veut pas dire qu'on est macroniste. Non. C'est vrai, vous avez raison. Mais, on a incité à voter Macron aussi, mais ça veut pas dire qu'on est macroniste. C'est vrai, vous avez raison. On valide l'intégralité du discours de la Macronie. Ah, là, par contre, ça devient un peu plus dur. Alors, on va la faire courte parce que j'en peux plus de voir tout le monde utiliser cet argument en boucle là, parce qu'ils sont tombés sur le chiffre magique de y a moins d'homicides qu'avant, donc du coup, c'est QFD, tout va bien. Les violences contre les biens ont explosé depuis les années 90, les violences contre les personnes ont explosé depuis les années 90, et spécifiquement les violences conjugales qui ont explosé depuis les années 90, les actes de barbarie ont explosé depuis les années 90, les violences sexuelles ont explosé depuis les années 90, oui je vais le redire à chaque fois, le trafic de drogue a explosé depuis les années 90, la pédocriminalité a explosé depuis les années 90, la délinquance des mineurs d'ailleurs, puisqu'on en a parlé d'eux, a explosé encore plus que tous les autres chiffres depuis les années 90. Est-ce qu'on parle du terrorisme ? Non. C'est bon, on passe à la suite. Par contre, puisque tu fais du cherry picking, c'est-à-dire que tu choisis arbitrairement le seul critère qui te permet de valider ta thèse que tu voulais valider dès le départ, puisqu'on en est donc à parler d'homicide, le nombre de tentatives d'homicide a doublé depuis les années 80. Comment c'est possible, Jabi ? Il y a 2 fois plus de gens qui tentent de tuer les autres, et il y a 2 fois moins de gens qui meurent. Mais parce que la science progresse, connard, et tu le sais pertinemment. Parce que la situation d'une personne qui est prise en charge aux urgences il y a 50 ans, c'est-à-dire un demi-siècle, avec une perforation au foie, je sais exactement ce que c'est, a beaucoup plus de chances de survivre aujourd'hui qu'à l'époque, dis donc, c'est merveilleux. Je vais te donner un autre exemple, parce que t'as pas l'air de saisir. La France est le pays qui comporte le plus de dépressifs au monde, on a le taux de consommation d'antidépresseurs le plus élevé, et on a également
également un taux absolument stratosphérique de tentatives de suicide. Et pourtant, le nombre de gens qui meurent après une tentative de suicide a baissé. Pourquoi ? Pour la même raison. Est-ce que tu irais dire, franchement, les gens sont pas dépressifs en France ? Bah non, de dire, il y a un mec sur deux qui tente de se mettre une balle, il se rate. Enfin bon, je le sais, tu le sais, tout le monde le sait, mais c'est pas très important. T'étais là pour faire ton petit numéro avant de reprendre l'avion, puisque tu as quand même un vrai travail. Tu connais la France, tu es enseignant-chercheur à l'UCLA en Californie. Ça, moi, je le sais parce que je suis chercheur, je lis les statistiques. Donc, je te fais un petit topo rapide sur la situation en France, voilà, comme ça au moins tu seras au clair. Les gens sont très très énervés parce que les gens sont très très pas d'accord avec toi en fait. Et là, on en est au point où des gens vont jusqu'à représenter notre leader suprême en Adolf Hitler. Heureusement qu'une enquête a été ouverte. Ah bah si. Non mais attendez, c'est un minimum là. Non mais c'est extrêmement grave. Attendez, des affiches. Vous vous rendez compte du poids que ça peut avoir, des affiches en matière d'influence ? Bah attends, c'est extrêmement important, on a même tenté d'arrêter une épidémie avec. Et pour ceux qui nous disent qu'il faudrait limiter le droit à la caricature, je suis pas contre le fait d'ouvrir le débat. Mais là, c'est pas le sujet, c'est pas de la caricature, c'est de l'art figuratif. En tout cas, la présidente de la commission des finances, elle a pas rigolé. Oh là là, elle était énervée. Cette propagande à Avignon est odieuse et totalement malsaine. Elle appelle à une période sombre de notre histoire. Ouais, alors ça, t'es pas obligé de le dire. Ah, mais non, mais c'est parce qu'en fait, le truc de ce gimmick là, je sais, mais c'est pavlovien, vous n'arrivez pas à vous l'enlever du crâne. Il faut le dire quand ça se voit pas forcément au départ. Si c'est trop obvious, ça sert à rien. Elle incite à la haine et à la violence. C'est un délit. J'espère que les auteurs seront retrouvés et jugés pour leurs actes indignes. Bah bon courage alors, commissaire. Mais non, mais parce qu'il a 28% de code de popularité, pose caca là. Donc ça fait beaucoup de suspects potentiels, inspecteur. Puis sans compter que les flics, ils ont quand même autre chose à foutre. Non mais là, je veux dire, on s'en fout. Je veux dire, c'est un random le mec. Là, si ça avait été Jean-Baptiste Trogneux, pourquoi pas ? Oui, Jean-Baptiste Trogneux, le petit... Non, c'est le cousin. Non, c'est le neveu. Attends, c'est qui par rapport à... Putain, ta gueule, Jupiter, tu es puceau, tu n'as jamais eu d'enfant, arrête avec ces histoires de famille. Non, Benalla, ça compte pas. Qui sont-ils, ces agresseurs présumés, alors ? Alors déjà, ils sont assez jeunes, ils ont 20, 22 et 35 ans, et tous étaient connus de la police. Alors pour certains, parce qu'ils sont en état de récidive sur le même type de fait, à savoir des violences en réunion, notamment dans des manifestations. L'un d'eux, notamment, doit répondre également de faits à la gare d'Amiens en avril dernier lors d'une manifestation contre la réforme des retraites. Et le plus âgé, celui de 35 ans, est multicondamné, notamment pour viol sur mineur et pour violence conjugale. Lui est d'ailleurs ce qu'on appelle un majeur protégé, c'est-à-dire qu'il est sous curatelle renforcée. Et l'un des 3 prévenus est également reconnu comme travailleur handicapé en raison de son illettrisme. Oh putain, mais quel enfer. Ah mais là je rigole vraiment, c'est nerveux pour le coup. Non mais parce que là c'est... Putain mais c'est la France d'Émile Zola le truc. Je veux dire, il y en a un, c'est un antifa, je sais pas quoi, qui tape des gens en manif, ou c'est peut-être un skin, enfin c'est l'enfer. Le deuxième, il est sous curatelle, il viole des enfants, donc il est pédophile, il tabasse sa femme. Et le troisième, c'est quoi ? Il est illettré, alcoolique, et c'est marrant, on dirait les images d'Épinal de la France profonde d'Emmanuel Macron. Donc du coup, Emmanuel, ce que je te conseille de faire là, c'est de serrer très très fort les fesses et puis d'aller voir Dupond-Moretti. Il va t'expliquer que c'est un sentiment ce qui vient de se passer. Ou alors tu peux aller demander au sociologue de tout à l'heure. Depuis le premier mandat, depuis 6 ans, c'est crescendo. C'est-à-dire qu'on a commencé par un boycott de certains clients qui ne voulaient plus acheter de chocolat parce qu'ils étaient persuadés que le chiffre d'affaires allait dans la poche de M. Macron, ce qui est bien évidemment complètement faux, puisque la société a toujours appartenu ou à mon père ou à moi-même et maintenant à mon fils. Ouais, non, et là, il a raison, putain. Non, mais ils sont débiles, les complotistes, au bout d'un moment. Je veux dire, dans quel monde Emmanuel Macron, il a les poches remplies de pognon de McKinsey et BlackRock. Je veux dire, c'est eux qui gèrent la robinetterie, d'où il s'en bat les couilles de la chocolaterie de monsieur et madame Trogneux. Ils s'en foutent. Arrêtez d'être complotistes, putain. C'est BlackRock qui dirige la France. Ils ont reconnu mon fils. Une dizaine d'individus d'entre eux s'est rapproché de lui. Les coups ont plu d'un peu partout. Il a pris 4 ou 5 uppercuts. Il a 1 ou 2 côtes de cassées. Au scanner cérébral, il y a un hématome dont on espère que ça restera bénin. Non mais là, c'est très grave. Non mais là c'est très très grave, attends par contre. Non mais ça veut dire qu'on a un président qui a une telle cote d'impopularité que le corps médical a décidé de se venger en mettant en danger la santé de la famille du président. C'est inacceptable. Ah bah si, je suis désolé. Le mec, je veux dire, il a 4 jours d'ITT. Il a pris 4 jours d'ITT pour plusieurs côtes cassées et un hématome au crâne.
Ça s'appelle une tentative de meurtre. C'est lequel dans l'équipe qui se fout de notre gueule? Bon, de toute façon, on va rapidement le savoir, hein, puisqu'on a les images de l'agression, vu qu'il a été agressé à 10 mètres de sa chocolaterie et qu'il y a une caméra à 35 mètres du bâtiment, donc forcément, les images. Donc les personnes ont été identifiées. Il y a simplement une difficulté, c'est que selon nos informations, les caméras de vidéosurveillance, donc c'est ce qu'on appelle un dôme tournant, a pu filmer l'arrivée et la sortie des agresseurs, mais il n'y a aucune scène de violence qui n'a été filmée par les caméras de vidéosurveillance. Les caméras tournent? Voilà, c'est une caméra, comme on peut en voir dans la rue, oui, qui tourne sur un pied et qui filme la scène, de manière un peu aléatoire, mais en tout cas, voilà, il y a les entrées-sorties. En tout cas, la scène de violence ne peut pas être un élément de preuve puisque la scène de violence n'existe pas. Merde! Oh, c'est bestal! Il a mal mis la cassette, ça a tout niqué! Oh là 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 là! Mais ils sont insupportables, ces techniciens, à pas faire bien leur travail. C'est dingue, hein, ces histoires de caméras rotatives, hein. C'est mal foutu. Ils vont m'entendre au SAV, hein, que le truc il tourne et que de temps en temps il arrive pas à... Non, là vraiment, vous nous prenez pour des imbéciles. Aujourd'hui, 105 caméras comme celle-ci sont réparties dans la ville. La vidéo fait désormais partie de notre quotidien. Les images sont traitées ici, en temps réel. 20 opérateurs se relaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a la possibilité d'afficher jusqu'à 162 images de caméra, puisqu'on dispose aujourd'hui de 18 écrans LCD qui peuvent être soit constitués d'une seule image en plein écran, soit de 4 images, soit de 9 images. Et rien ou presque ne leur échappe. Avec une précision et une maniabilité redoutables. Il y a simplement une difficulté, c'est ce qu'on appelle un dôme tournant. En tout cas, soyez rassurés, on n'a peut-être pas les images, mais on a Aurore Berger qui a condamné lourdement cet acte inacceptable. Toucher à nos familles est une ligne rouge infranchissable, estime Aurore Berger. Bravo. Alors là, c'est très con, mais bravo. Vous avez prévenu Jack Lang d'ailleurs? Non, que toucher aux familles, c'est pas bien, il faut pas faire. Bah, il va faire la gueule, il est pas au courant. Aurore, ça veut dire quoi, nos familles, en fait? Parce que ça veut rien dire. La famille, c'est l'espace individuel. Donc, tu vois, voilà. Donc, en fait, quand tu dis nos familles, c'est qu'à ce moment-là, tu parles de la collectivité, mais dans son ensemble. Particulièrement si tu es, par exemple, représentante de la France. Tu vois, là, du coup, tu représentes la communauté nationale. Donc, tous les politiciens en exercice qui disent nos familles, en fait, ils parlent de nous. Tu peux enlever le. Non, ce que tu es en train d'acter par un aveu sordide, c'est que dans votre esprit, il y a vos familles, il y a nos familles. Nous ne sommes pas du même monde. Quand on voit que le neveu de Brigitte et Emmanuel Macron a été agressé, c'est un tournant? Je pense que c'est très grave, vous savez, parce que quand on commence à s'en prendre à quelqu'un, non pas en fonction des idées qu'il exprime ou de ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est, on voit où ça a pu nous mener dans notre histoire. C'est-à-dire? Comment ça, c'est-à-dire? Mais non, mais tu vois très bien de quoi elle parle. Elle est pas. Tu veux qu'elle dise les pires heures de notre histoire, le ventre à moitié fécond. Attends, tu touches des parts à chaque fois que les gens disent le truc ou pas? Parce que on va finir par croire que t'as des royalties. On voit où ça a pu nous mener dans notre histoire. C'est-à-dire? Donc je pense, vous savez... non, mais c'est bien de préciser. Je pense qu'on s'en est pris aux Juifs à une époque. Tu penses? Bah ouais aussi, je pense. Enfin non, justement, parce que c'est pas légal de le penser. Non, tu le sais, Elisabeth. Mauvaise réponse. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour, alors que de plus en plus de Français et de Françaises sont désemparés face à la situation du pays, que la police réprime toujours avec plus de violence toute tentative d'expression de ce ras-le-bol généralisé. Heureusement, soyez rassurés que la contestation dans la rue s'essouffle ou non, il y a maintenant un relais, puisque ça y est, tenez-vous bien, certaines personnalités politiques adoubées par la Macronie n'hésitent pas à attaquer frontalement notre leader suprême, à l'image cette semaine de Gérard Larcher qui a qualifié, tenez-vous bien, Emmanuel Macron du président le plus dépensier de la 5e République. Bravo mon Gérald. Alors ça c'est bien fait pour la gueule de Jupiter. Allô Macron, là il y a Gérard Larcher qui dit que t'es dépensier. C'est comme si Dominique Strauss-Kahn te disait que t'avais un problème avec les femmes. Normalement, il y a un souci, si tu veux. Ou alors, option B, t'as réduit le budget de la cantine du Sénat, mais je vois pas pourquoi t'aurais fait ça. Bah alors, GG, on lâche Jupiter comme ça? Qu'est-ce qui se passe? T'as pas eu ta part du gâteau? Comédien.
Ah oui, mon GG, mais je suis désolé, le bureau des réclamations, là, ça va faire quelques années qu'il est fermé. Ben non, mais parce que là, autant d'années pour s'apercevoir qu'il y a un problème avec Jupiter, on est largement au-delà du foutage de gueule. Et encore, enfin, là, tu n'as même pas un problème, c'est-à-dire, tu nous dis juste que c'est le plus dépensier. Bon, le temps que tu t'aperçoives que c'est aussi le plus criminel, le plus méprisant, le plus méprisable et le plus mal élu, voilà, on sera tous en EHPAD et toi 6 pieds sous terre. 2027, ça approche, mon GG, donc je suis vraiment désolé. C'est bien essayé quand même, mais à moins de sérieusement passer la seconde, ça va être dur d'éviter la tondeuse. Je suis pas content.